Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. On va continuer sur la playlist des chroniques de Corme et après avoir évoqué ensemble la géographie, avoir visionné la carte géographique des terres d'Éode, nous allons maintenant nous intéresser un petit peu à la situation géopolitique, on va dire, avec une petite présentation. Alors ce que j'ai fait concernant la partie Atlas, c'est que comme je vous le disais, je voulais rester sur quelque chose dans la mesure en fait. C'est-à-dire que je voulais pas tomber dans quelque chose vraiment d'encyclopédique avec 300 pages de contenu. L'idée c'était de développer un setting qui permette d'avoir un certain nombre de couleurs et d'intrigues, de possibilités d'intrigues et d'aventures, en ayant quelque chose de, je l'espère, original et coloré, à moindre frais de lecture et avec un ticket d'entrée pour des personnes qui seraient extérieures à l'univers, qui soient raisonnables. Bon, c'est très agréable, les univers très très étendus, très fouillés, etc. Mais j'ai remarqué que les joueurs actuels, parfois, on a bien du mal à s'approprier un décor lorsqu'il est trop touffu, lorsqu'il est trop énorme, lorsqu'il faut commencer par lire 400 pages pour investir la situation politique et les lieux géographiques. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus ramassé, mais qui, je l'espère, présente quand même un intérêt et suffisamment de pistes d'intrigue pour quelqu'un qui déciderait de faire jouer dans ce setting. Alors à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer avec le continent de Sopol, qui est donc le continent le plus vaste. C'est également le continent sur lequel on va retrouver Corme, l'Empire du Soleil, enfin ce qu'il en reste depuis sa splendeur passée, et puis depuis la capitale donc de Corme, Irkin, le Karshan actuel, l'empereur actuel, Silo-Suarin, qui en fait tente de rétablir la suprématie impériale passée. Alors je vous mets tout de suite la carte. Voilà, je vais zoomer un petit peu afin que les choses soient plus claires. Donc Corme, c'est ce continent central ici. Et vous voyez qu'une grande partie des terres est occupée par Corme. Vous voyez également que Corme, donc dont les lignes de frontières sont en rouge, a également quelques comptoirs et quelques colonies ici sur le continent d'Atlou, ici également sur le continent de Tiarn, et puis à la pointe de l'Asgari. Alors Corme, concernant Corme, voici un petit peu quelques notes que j'avais prises. L'Empire du Soleil n'est plus aussi important qu'à l'époque de sa splendeur passée. Désormais, il s'étend principalement sur le centre du continent de Sopol, ainsi que sur quelques bouts de terre disparates sur Atlou et Tiarn. La totalité du peuple qui vit sous la férule du Karshan continue de bénéficier des avancées technologiques de l'Empire qui a su archiver les connaissances acquises par le passé. Bon nombre de sciences sont encore aujourd'hui enseignées dans ces académies impériales qui restent un modèle d'éducation et de civilisation. Les impériaux ont un sens aigu de l'organisation et peu de choses sont laissées au hasard et à l'improvisation. Le Sénat impérial, abrité dans un immense bâtiment aux colonnes de marbre du centre de la capitale Irkin, est le lieu qui centralise les décisions collégiales des conseillers et sénateurs. Même si le Karshan dispose d'un solide droit de veto, la plupart des décisions stratégiques sont le fait de ces hommes en toge, pétris de vicissitudes politiques, qui cherchent pour la plupart avant tout à faire carrière. Ils sont secondés dans leurs charges administratives par une bureaucratie besogneuse et aveugle qui se contente d'appliquer à la lettre les décrets pour ne pas contrevenir aux règles établies. Une partie des terres d'Atlou, séparée par la passe de Mérédine, est encore sous la domination de l'Empire. Ces terres de l'Est sont recouvertes de forêts et de plaines fertiles que les colons impériaux exploitent pour le compte du Karshan, sous l'œil jaloux du royaume de Charib, qui considère leur présence comme une occupation forcée. Ne disposant pas d'une armée suffisamment importante pour s'attaquer aux légions impériales et reconquérir ces terres, le Charib est obligé de faire bonne figure et se contente de quelques prélèvements à la marge en attendant le moment propice pour chasser l'envahisseur. De l'autre côté du Grand Chenal, sur Tiarn,
survit une autre colonie impériale qui est parvenue à se maintenir en place même après la chute de Khorne. Celle-ci est dominée par de nombreuses communautés de prêtres d'Arum qui ont su prêcher la bonne parole et convertir une partie de la population locale de Tiarn sensible aux préceptes religieux. Cette colonie, éloignée du Sénat impérial, échappe un peu au contrôle de l'autorité, surtout depuis la nomination à sa tête de Silbert Andrepont, un fanatique entièrement endoctriné qui place les dogmes les plus contraignants au sommet de sa pyramide des valeurs. Sur les côtes de la baie des Galériens, de nombreuses cités portuaires ont été construites pour assurer la traversée jusqu'au nord du continent de Tiarn, vers Choroth ou Sang. En Asgari, l'Empire est parvenu à implanter un protectorat à la pointe nordique du continent sauvage qui lui permet de disposer d'un port qui sert souvent d'escale pour les voyages plus lointains vers les terres de feu ou les terres de Parne. Plusieurs compagnies maritimes ont installé des comptoirs marchands et quelques armateurs ambitieux ont même construit des ateliers de chantier naval. Donc voilà ce qu'il en est pour Khorne. Donc Khorne, cet ancien empire, l'empire du soleil, d'où le titre d'ailleurs de cette playlist, l'empire de Khorne, qui est un peu l'entité politique au centre de bon nombre d'intrigues qui seront développées à travers des campagnes et des scénarios futurs. Au nord de ce continent, comme vous pouvez le voir, nous retrouvons la Pergosie. Alors la Pergosie, de quoi s'agit-il ? Ces terres du nord sont principalement constituées de landes pierreuses, gelées une grande partie de l'année et plantées par endroits d'immenses roches qui forment des barrières montagneuses. La côte est célèbre pour ses immenses marais salants qui ont fait la fortune de plusieurs compagnies pergosiennes et sont exploités tout au long de l'année, y compris en plein hiver lorsque la grève gelée est balayée par les vents glacés. Le bord de mer a vu pousser de nombreux cabanons sur pilotis dont les ouvriers se servent pour disposer de refuges lorsque la marée les oblige à interrompre leur prélèvement. La Pergosie est actuellement sous la domination du roi Pergos, un monarque autoproclamé et tyrannique qui a su profiter de la chute de Khorne pour lever une armée et annexer des hectares entiers de terre vierge pompeusement baptisés Pergosie. Malgré la forte présence d'agents impériaux infiltrés sous couverture, le Karshan n'est pas encore parvenu à reprendre le contrôle de cette lande poisseuse et froide, car les accords commerciaux conclus par Pergos avec les peuples du nord de Tiarn lui permettent de satisfaire largement les besoins d'une population qui lui est dès lors acquise. La plupart des marchandises étrangères sont échangées contre des esclaves capturés par les tourmenteurs à la solde de Pergos. Tout récemment, Silos Huarin a dépêché plusieurs ambassadeurs en mission officielle pour tenter de parvenir à un accord avec Pergos. Mais, malgré toute l'habileté diplomatique de ces impériaux particulièrement rompus aux négociations politiques délicates, la situation tarde à évoluer. Voilà ce qui concerne donc la Pergosie. À l'est, ici, se trouve une autre entité politique, l'Arabim. La pointe ouest du continent de Sopol est occupée depuis plusieurs centaines d'années par le sultanat d'Arabim, qui vit selon ses propres règles et a toujours refusé de s'aligner sur le mode de vie des impériaux, même si, depuis une époque lointaine, les deux communautés ont choisi de maintenir des relations de proximité basées sur le respect mutuel et la facilitation des échanges commerciaux. Derrière la barrière du désert de Sandana s'étend une remarquable zone de savane sauvage qui regorge de matières premières exotiques que les habitants du sultanat exploitent depuis toujours malgré le danger lié aux grands prédateurs. Le sultan actuel, Mbouarès al-Wari, est un homme mesuré qui connaît les tourments passés endurés par son peuple et garde toujours présent à l'esprit la protection que les impériaux peuvent garantir pour la survie des nombreuses tribus nomades d'Arabie. Quelques villes magnifiques en pierre de sable ont vu le jour, principalement sous le règne du sultan Al-Qanim, et continuent d'abriter les castes les plus civilisées du peuple arabinien. Depuis la cité de Duneport, les navires arabiniens effectuent des traversées jusque sur le continent voisin d'Iktol pour échanger avec les habitants de Boskim, avec lesquels le sultanat entretient des relations privilégiées. Les Arabiniens sont de très bons marins et règnent sans conteste sur la mer intérieure. Leur flotte est impressionnante et ils comptent à eux seuls plus de navires que les Charibes, Talites et les Boskinois réunis.
Il n'y a guère que les Pachemirois et leurs galères filiformes à fond plat qui peuvent rivaliser. Le sultan actuel est un homme dans la force de l'âge qui a bénéficié d'une éducation remarquable au point d'en faire un érudit et un esthète accompli. Il est très investi dans la marche et le développement du sultanat car il compte bien laisser une empreinte avec ses années de règne. Voilà en ce qui concerne donc l'Arabim et la dernière entité politique sur le continent de Sopol se trouve ici à la pointe sud en face de l'Asgari, de l'Atlou et de Tiarn. Il s'agit de l'Ocaris. À l'extrême sud de Sopol, une pointe forestière dense et luxuriante abrite Ocaris, une nation de chasseurs émérites rompus à la vie sauvage et habitués à vivre sous l'impressionnante canopée de la jungle millénaire. Les habitants ont appris à tirer profit des ressources insoupçonnées que fournit la flore luxuriante de cette jungle. Ils savent élaborer des antidotes et de multiples remèdes médicinaux, des onguents puissants et parfumés, de magnifiques pigments de couleurs vives. Les chasseurs ne sont pas en reste, car le gibier est abondant, même si les chasses peuvent s'avérer dangereuses. Les Ocariens sont un peuple un peu à part sur Sopol. Leur culture est très différente des autres communautés, en raison notamment de la présence parmi leurs rangs de lignées de gnomes qui ont su se hisser au plus haut rang de leur société. Le pays est d'ailleurs dirigé par des assemblées d'habitants qui prennent les décisions importantes tous ensemble, sous le contrôle d'un conseil consultatif, le Sarnium. Celui-ci est constitué de 15 gnomes érudits d'un âge plus qu'avancé, dont la sagesse est une évidence qui s'impose sur tout le territoire. Les relations avec les impériaux de Corme ont toujours été tumultueuses, même à l'époque où Ocaris était sous protectorat. Au-delà des divergences politiques, la culture ocarienne est par trop différente de celle des impériaux pour accepter un tel régime. Depuis la chute de Corme, les Ocariens ont préféré se tourner vers leurs voisins des Terres de Feu, avec lesquels ils ont tissé des liens forts, ainsi que des accords commerciaux préférentiels. Voilà donc pour la présentation géopolitique des forces en puissance sur le continent principal de Sopol. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si vous avez apprécié ce contenu. Et je vous dis à très bientôt.